Voilà, bonjour Sophie, bonjour Mathieu. Bonjour. J'ai vu que l'essentiel pour toi, comme pour Sophie et moi d'ailleurs, c'était quelque part de démystifier précisément le spectre de l'autisme, parce que trop souvent, malheureusement, on a encore je dirais, la société habituellement, on voit l'autisme comme étant une maladie finalement. Donc c'est important de fait de démystifier cela, et peut-être pour pouvoir démystifier ça aussi, on va commencer par le début, puisque on est autiste. Donc on est, dans le sens naître aussi, on est autiste. Et donc, quel enfant as-tu été, c'est-à-dire finalement avant même de t'apercevoir a posteriori que toute ton expérience de vie peut se relire, le cas échéant, à travers le spectre de l'autisme. Avant de comprendre cela, comment pourrais-tu définir l'enfant que tu étais? Déjà, il faut se positionner dans le temps. Moi, je suis né dans les années 1980. Hein, c'était d'autres mœurs de notre société. Et globalement, j'étais un enfant qu'on a très vite identifié avec des particularités et par rapport à comment je vivais. Et ça n'a pas été nécessairement un très grand enjeu parce que ma mère est restée au foyer pour s'occuper de moi et de mon jumeau pour la maison. Donc, elle s'adaptait à moi et à lui. Et même si on est jumeaux, on n'est vraiment pas des jumeaux identiques, mais très, très, très différents et aussi très différents au niveau des tempéraments. Et il n'y avait pas réellement d'autres enfants de notre âge qu'on côtoyait, contrairement à, par exemple, si on va en garderie en bas âge. Donc, ma mère voyait bien que tous les deux, on était différents, mais est-ce que ma différence signifiait quelque chose d'important ou de particulier comparativement à mon frère qui avait des différences par rapport à moi? Il y avait des choses très, très notables où euh, qui était la seule à vivre, par exemple, par rapport à des enjeux de rigidité, de rituel, de notions sensorielles, d'intérêt. Et, je veux dire, par exemple, moi, j'ai appris à jouer aux échecs à 3 ans et je jouais très bien à 4 ans. C'est assez particulier d'avoir un enfant qui s'intéresse aux échecs, qui tu lui montres à jouer aux échecs à cet âge-là. Ah, évidemment, à l'époque, on connaissait encore moins les notions d'autisme, fait que ça fait beaucoup plus. Bon, ben, j'ai un enfant qui va devenir médecin, avocat ou notaire, plutôt que, ah, tiens, c'est un intérêt qui pourrait être lié à un diagnostic qu'on appelle l'autisme. Donc, il y avait quand même des choses très suspectes, mais rien de dérangeant comme tel, avec des petites adaptations par mes parents. Hein, et la vie allait sensiblement bien. Les premiers défis que j'ai eus, c'est vraiment quand j'ai commencé l'école primaire, hein, où là, la première journée a été une catastrophe incroyable. Euh, Vraiment, la crise d'hystérie de bacon, comme on dit, dans l'école pour pas aller à l'école. Je voulais pas aller à l'école. Ma mère pouvait tout m'apprendre hein, sur le monde et possiblement qu'il y avait aussi de grands enjeux au niveau relationnel, communicationnel, environnement et tout, où je l'exprimais pas comme ça, mais je voulais pas. Et après, et ce qui a fait que ça a pu fonctionner, c'est vraiment le professeur de maternelle qui a décidé de juste accepter. Fait qu'elle a dit à mes parents, ben, attendez, asseyez-vous dans le couloir à côté de lui, puis attendez. Fait que j'ai fait la crise pendant 1 heure et demie à peu près, et à un moment donné, je suis rentré dans la salle de classe pour aller aux toilettes. Hein, au Québec, dans les salles de maternelle, dans le fond, à 5 ans, il y a des toilettes pour éviter que les enfants sortent tout le temps. Hein, et je suis jamais ressorti de la classe.
Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne peut réellement le dire, mais ça doit être relié beaucoup à j'ai eu un intérêt où mon attention a été captée par un de mes intérêts et j'étais allé chercher un jouet ou quelque chose du genre. Et à partir de là, j'ai fréquenté l'école sans trop de difficultés en maternelle, dans le fond, puisque la professeure faisait assez d'adaptation. Non, et ça allait bien, mais j'ai été identifié comme un enfant à besoin particulier. Et ce qu'il faut savoir à cette époque-là au Québec, on ne faisait pas des diagnostics quand on avait des hypothèses de comportements atypiques. C'était vraiment seulement quand il y avait des comportements problématiques comme de la violence ou des choses comme ça, des dysfonctionnements importants reliés à l'école que là, on investiguait. Et comme moi, je fonctionnais bien dans le respect des règles, j'étais pas quelqu'un de violent, perturbant ou quoi que ce soit et que je réussissais bien à l'école, ben, même si j'étais un peu bizarre, étrange, il n'y a pas eu un intérêt à me faire évaluer. Et même dans des épisodes un peu plus importants, par exemple, en première année, j'ai décroché du système scolaire. Je voulais plus aller à l'école. J'étais exacerbé par la violence qui m'entourait. J'avais un professeur qui était très violent verbalement avec d'autres étudiants. Et j'étais plus capable de l'entendre crier, d'humilier d'autres étudiants. Et il faut dire aussi que j'étais victime énormément d'intimidation. Oh, ouais. Et dans ces années-là, contrairement à aujourd'hui, on est beaucoup plus proactif par rapport à l'intimidation. Les recommandations étaient simplement d'ignorer les personnes, d'ignorer l'intimidateur en se disant, ben, comme tu n'as pas de réaction, il va arrêter. Aujourd'hui, on sait que c'est la pire chose à faire, ou à peu près, mais à cette époque-là, c'était les recommandations. Donc, je suffisais vraiment beaucoup d'intimidation et de l'intimidation euh, importante, là, verbale, mais aussi physique. Donc, fait que, on peut prendre n'importe quel grand cliché américain de film d'ado et j'ai à peu près tout vécu ce qui se passe dans les films, là. Ah, autant verbalement que physiquement que pendant tout mon parcours scolaire. Fait que c'est Et tu ça. saurais Première expliquer? Tu saurais expliquer pourquoi? Pourquoi ça provoquait ça? Le principe, je suis pas un spécialiste de l'intimidation, mais en gros, souvent on voit de l'intimidation pour dans deux perspectives, c'est-à-dire pour l'intimidateur pour gagner du pouvoir ou pour sentir avoir du pouvoir. Et là, on va chercher quelqu'un qu'on sait plus faible que soi. Et une des faiblesses qui existent, c'est le réseau social. Si tu as un faible réseau social, il y a peu de monde qui peuvent te soutenir ou s'opposer. Et en plus, on va viser souvent des personnes qui sont différentes, qui sont déjà exclues par leurs différences parce qu'ils sont plus isolés. Donc, je pense que c'est une combinaison des deux qui fait que les personnes autistes sont victimes d'intimidation. Et au Québec, on sait que c'est un des groupes les plus ciblés par les intimidateurs. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des enfants autistes qui vivent ça à l'école? D'agir au sens pas nécessairement directement contre l'intimidateur puis de le frapper ou de devenir un intimidant, mais d'utiliser les ressources pour être proactif par rapport à ça, que ce soit la TES, vous autres, c'est un AESH, je pense, dans l'école, hein, où les professeurs, la direction, ses parents, les différents recours qui existent pour intervenir contre l'intimidateur et pas nécessairement rester isolé par rapport à ça. Vraiment, la pire chose, c'est de ne rien faire. Hmm. Et à l'inverse, ben, quand on est témoin aussi, c'est d'intervenir et d'offrir un support. Et ça ne veut pas nécessairement dire intervenir contre l'intimidateur directement, mais ça peut être de faire valoir notre présence à côté de la personne intimidée et simplement l'inviter à venir faire une activité. On va briser le cycle relationnel entre l'intimidateur et l'intimidé. Fait qu'on va pouvoir le sortir de cette situation-là. Ça peut être la dénonciation comme témoin. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites
même quand on était moins, sans être dans la confrontation directe, là. Et toi, Mathieu, en fait, tu as eu l'occasion de comprendre ce qui t'arrivait, entre guillemets, et d'en parler notamment, par exemple, à tes propres parents. Ça s'est passé comment par rapport à ce Euh, constat de violence? Ben non, comme je disais, moi à l'époque, la consigne, c'était des ignorés. C'était ça qu'on se faisait dire, même quand on dénonçait l'intimidation, on se faisait dire, ignore-le, il va arrêter. C'était la vision culturelle de l'époque sur l'intimidation. Donc, il fallait vraiment des gestes quasi criminels pour qu'il y ait une intervention là. Ou criminelle, dans le sens que si je me faisais voler, il y avait une intervention là. Mais tu sais, si on faisait juste me pousser dans un placard ou par hasard, on me bousculait dans le corridor, ben, c'est une coïncidence, c'était pas voulu, c'est pas si grave que ça. Or, fait que, il Oui. fallait quand même des gestes très importants pour qu'il y ait une intervention, là. Mais du coup, toi, en fait, Mathieu, parce que alors, ce que j'entends, c'est que tu es finalement très isolé par rapport à ce que tu dois subir. Tu passes évidemment d'un milieu visiblement assez protégé, le milieu familial, où il y a un point de bascule après, où tu rentres à l'école. Donc j'imagine quand même qu'il y a, tu l'as dit, il y a une crise, donc il y a d'énormes tensions, d'énormes souffrances. Tu te souviens en fait de la façon dont toi-même tu as vécu, j'ai envie de dire, intérieurement cette situation et comment toi-même tu as essayé de mettre en place des stratégies pour te défendre finalement des violences et essayer de passer entre les mailles du filet? Je les, concrètement, je faisais ce qu'on me disait. Fait que je les ignorais. Et j'avais confiance dans l'adulte qui me disait, voilà ce que tu dois faire, fais-le. Au même titre que c'était pour moi une consigne à appliquer, au même titre que garder le silence en classe ou faire un arrêt avant de traverser une rue ou quelque chose comme ça. Donc, je l'appliquais, je me questionnais pas, est-ce que c'est efficace ou pas, est-ce que c'est ça qu'on me dit de faire, je le fais. Et sinon, ben, j'essayais de rester aussi avec d'autres personnes. Dans le fond, je ne sais pas si je pourrais dire que j'avais énormément d'amis ou même si j'avais des amis, mais les relations que j'avais à l'école, c'était tous d'autres enfants avec différents enjeux et problématiques, là. Famille alcoolique ou toxicomane, violence parentale, violence peut-être à l'égard des enfants, des choses comme ça, là. Je, Oh, ouais. Moi, je trouve que c'était cette thématique est extrêmement importante par rapport aux personnes autistes qui sont souvent harcelées et en particulier à l'école. Et je ne sais pas ce que les auditeurs pourront partager éventuellement dans les commentaires comme différents vécus, mais j'aimerais faire écho avec mon vécu qui est effectivement, j'ai énormément été harcelée aussi, surtout à certaines périodes, verbalement et physiquement. Et je pense que la personne autiste a cette tendance aussi, tu diras si tu trouves que c'est juste ou pas, à être extrêmement crédule. C'est-à-dire qu'elle pense que si les gens font quelque chose, c'est qu'ils ont raison. Et comme tu disais, si l'adulte dit fait comme ça, c'est qu'il a raison. Et elles sont un peu, elles restent comme des enfants assez longtemps et à suivre ce qu'on leur dit parce que c'est la consigne, quoi. Or, de mon côté, j'ai eu comme consigne l'inverse de toi, qui m'a sauvée, c'est-à-dire que mon père m'a dit de me défendre. Il m'a dit, tant que tu montreras que tu te laisses faire, on va te faire du tort. Et ça, c'est extrêmement difficile pour une personne autiste, je pense, vraiment, de se défendre et de montrer les crocs. C'est quelque chose qui est, je pense, difficile pour elle. Mais il m'a fait faire des jeux de rôle à la maison pour que j'apprenne à me crier sur la personne et à la bousculer. Et je sais pas comment ça se fait que j'ai trouvé ce ressort-là, parce que je l'ai pas en général dans la vie, mais je l'ai fait. Et la personne qui avait son réseau avec elle, donc le petit groupe, ne m'a plus jamais embêtée. Donc ça a l'air d'être une solution possible que je transmets éventuellement pour des auditeurs qui ont des enfants autistes harcelés ou tout ça. ah ouais. Pour ce qui est de la crédibilité des personnes autistes, je pense que on doit distinguer deux choses, par exemple. Bon, les personnes autistes ne croient pas nécessairement tout ce qu'on leur dit, mais c'est vrai que les critères pour détecter le mensonge
ou si l'affirmation est vraie ou je veux dire, le faux caché dans un propos ou l'intention cachée dans un propos, c'est difficile pour une personne autiste de le savoir. Et là, on parle beaucoup plus de naïveté sociale. C'est pour ça qu'on peut suivre des règles, c'est la règle, fait que pourquoi on la suivrait pas, hein, ou la recommandation d'une personne en autorité. Puis ça explique aussi pourquoi on est souvent abusé par des groupes où que les personnes peuvent profiter de nous facilement, c'est cette notion de naïveté sociale. Mais c'est pas nécessairement parce qu'on croit tout, c'est parce qu'on détecte pas Oui, l'intention cachée. C'est plus ça c'est ça. ou la problématique reliée à une règle ou à une notion. Et il faut comprendre, c'est aussi ce qui décrit l'autisme au sens médical dans les enjeux relationnels et communicationnels au niveau des difficultés, mais ça répond aussi à une notion je veux dire, de besoin, au sens que c'est tellement compliqué et faire la relation et la communication dans un environnement neurotypique que quand il y a des choses qui sont en théorie claires, limpides et précis pour tout le monde et que tout le monde devrait faire ça, on va pas non plus se poser la question constamment, est-ce qu'il y a un sous-caché? Est-ce que cette personne-là est malhonnête? Est-ce qu'on le fait déjà pour simplement comprendre une conversation? S'il y a des choses qu'on peut éviter de faire, on va aussi prendre ce réflexe-là. Fait que c'est pas juste être naïf pour être naïf et vouloir or, être aveugle par rapport aux choses, c'est aussi relié à ce qu'on vit. Et, il fait que c'est pas un aveuglement volontaire. Il faut pas le voir comme ça. D'accord, ouais, intéressant. Mathieu, tu as su que tu étais autiste en fait à quel âge? J'ai su que j'étais autiste à 31 ans. À 31 ans, donc c'est ce qu'on appelle un diagnostic tardif, donc il y a une très très longue errance finalement, mais néanmoins j'imagine qu'avant cela, par définition, tu as senti qu'il y avait chez toi une différence par rapport aux autres, puisque leur comportement visiblement par rapport à toi n'était pas adapté et il se permettait le cas échéant d'agir à ton égard autrement qu'avec les autres. Donc ça crée, je dirais pour le coup, une séparation avec les autres et peut-être du coup aussi une dissociation en soi pour arriver à survivre à des maltraitances. Enfin, ce sont quand même des maltraitances. Donc tu as perçu, ma question en fait c'est, tu as perçu finalement cette différence, ta différence finalement, tu l'as perçue assez jeune, assez tôt? Ah oui, même en débutant l'école primaire à 5 6 ans, je me suis vite rendu compte que j'étais pas comme les autres. Et on s'est vite rendu compte en m'identifiant comme un élève à besoin particulier que j'étais pas comme les autres. Fait que c'était pas juste moi qui me percevais différemment ou qui croyais me percevoir différemment, on me croyait vraiment différemment. Mais comme je disais, à l'époque, on faisait pas d'évaluation simplement pour ça. Ah, comme il n'y avait pas de temps, ben, il y avait des enjeux pour moi vu que j'étais intimidé, harcelé et agressé, mais moi, je posais pas d'enjeux au système scolaire ou à mes parents ou quoi que ce soit, donc il n'y avait pas de motif pour faire une évaluation médicale en ce sens-là. D'accord. C'est vrai. Il n'y a pas d'évaluation, Mathieu, mais quand même, il y a, j'imagine, une véritable souffrance. Le fait d'aller à l'école tous les jours et d'être dans un contexte compliqué, ça génère quand même une souffrance. Donc, ce n'est pas neutre pour toi. Ouais. Non, vraiment pas. Puis pour vous donner une idée, en secondaire 5, soit la 11e année pour vous autres, je pense, ben dans le fond, à 16 17 ans, là, j'ai manqué une journée d'école sur 3 à cause des manifestations psychosomatiques dues aux agressions, puis au milieu de vie que j'étais avec la fin de l'adolescence. Et cet aspect des choses, qui est quand même un aspect pour le coup quand même assez visible, ça a été traité d'une certaine façon pour essayer de remédier à cela? Euh, Traité, je dirais pas, mais mes parents ont jamais cru que j'étais menteur par rapport au malaise somatique que j'avais, puis fait qu'ils acceptaient que je manque l'école. Hmm. Le- Fait que
j'ai manqué 60 jours d'école en un an ou environ. Bon, et ça posait pas de problème. Mes parents me contestaient pas, me disaient pas que j'étais menteur, je manipulais ou quoi que ce soit. Hein, Est-ce que évidemment, tu... l'école, eux autres communiquaient en disant, croyez-vous vraiment que votre fils a été longtemps malade ou ça fait 15 fois qu'il s'absente dans le mois? Êtes-vous au courant de toutes ces absences? Et là, toutes mes absences étaient motivées, fait que mes parents s'en foutaient, mais c'était relevé comme, hey, il est malade, tu vas là, votre enfant? Oui, mais ça devrait interroger justement les spécialistes en particulier, ceux qui par définition sont en contact avec les étudiants, les professeurs, le milieu médical. Ça interroge quand même un enfant qui est en souffrance. A priori, on n'est pas en souffrance pour son plaisir, donc on devrait creuser la question. Possiblement, oui, et sûrement que ça serait fait si je naissais dans les années 2010, mais dans les fin des années 90, c'était pas un réflexe qu'on avait, c'était pas la santé mentale était encore très tabou. Euh, fait que c'est ça. Puis c'est ça, quand t'as pas de trouble de comportement, puis que t'es pas délinquant, puis que tu réussis très bien à l'école et que les professeurs te qualifient comme un élève modèle, tu vas voir un médecin en lui disant quoi? Oui, mais c'est ça effectivement tout le problème. Et si on va voir un médecin, le cas échéant, on va pas trouver la cause et on va te renvoyer à la maison. C'est vrai que Sophie parlait de sa propre façon d'être quand elle était étudiante. C'est vrai qu'à mon tour, je me souviens quand j'étais étudiant, finalement, aussi loin que je me souviens, j'étais un étudiant qui me sentait très différent des autres. C'est-à-dire aussi que je vivais du coup isolé et j'avais du mal à entrer en relation sociale avec les autres. Et donc finalement, je me retrouvais heureusement, je n'ai pas été en soi harcelé, mais quand même avec le recul, je me rends compte quand même on devait percevoir que j'étais très différent des autres, très isolé par définition, et du coup aussi avec une énorme souffrance intérieure de se dire mais où est ma place dans la récréation par exemple? Je veux dire quelque part quand tout est mis en place, que l'on doit suivre des cours, ben, c'est la même chose pour tout le monde. Donc quelque part, ça se gère facilement puisqu'il n'y a rien à gérer en réalité, si ce n'est éventuellement la peur d'être interrogé, la peur d'avoir une mauvaise note parce qu'on a des difficultés de compréhension par rapport à une matière. Mais la peur, je dirais, et la souffrance, elle était d'autant plus générée que finalement, on se retrouvait avec des moments de liberté, entre guillemets, c'est-à-dire les fameuses pauses, les fameuses récrés, où là on se dit, mais finalement, comment est-ce que je vais occuper, comment est-ce que je vais tuer mon temps? Et donc moi je me rends compte, a posteriori, que finalement, j'avais quelques amis, mais extrêmement rares, et finalement toujours les mêmes, quoi. Donc c'est assez caractéristique, je pense, en termes de rigidité aussi, cette difficulté d'être en lien, d'être léger, de faire des blagues comme les autres et donc quelque part d'être un étudiant de son âge. Ben là, je pense attribuer tout ça à l'autisme serait très préjudiciable puisqu'il y a énormément d'autres facteurs qui influencent ça. Il y a d'autres diagnostics aussi qui peuvent engendrer ça et même ce serait de limiter tout le tempérament de la personne à simplement un diagnostic. Je veux dire, avec ou sans diagnostic, les neurotypiques sont très différents entre eux et pourtant ils ont tous la même neurologie. Donc, moi, je m'avancerais pas à dire que c'est nécessairement l'autisme qui engendre ça, mais oui, c'est un discours commun qu'on retrouve dans les personnes autistes, puisque l'isolement est souvent une solution, je dirais, par défaut. Mhm. On dit souvent que les personnes autistes sont isolés ou sont solitaires, mais il faudrait se demander est-ce qu'ils sont par choix. Alors, c'est clair que de certains moments, tout le monde veut être seul, qu'après ça, peut-être certains intérêts se font seulement
seule. Elle, je vois pas quoi nécessairement qui serait juste seule, absolument seule, mais ça doit exister. Mais il y a surtout une solitude qui est imposée par l'exclusion et le rejet, que ce soit un rejet formel d'intimidation, de geste social. Je ne veux pas être ton ami. T'as de l'air débile ou autre chose, ou que ce soit un rejet, je veux dire, fait inconsciemment. C'est bien plate ta collection de bébites ou c'est bien plate ton speech sur le Vélociraptor que ça fait 10 minutes que tu me parles et que tu vantes et que ou sinon c'est bien bébé les jeux que tu fais d'alignement ou donc, il y a un rejet qui se fait aussi par un manque d'arrimage social dans les comportements de la personne autiste versus le développement, je veux dire, typique. Et là, fait que ça fait que la personne autiste voudrait être bien partager ses intérêts, voudrait bien être en relation avec les autres, mais quand tu es tout seul à t'intéresser aux hiéroglyphes égyptiens, là, ben, tu vas être tout seul à faire Ça n'aide ça. pas. Ah, Ça n'aide pas, c'est sûr. Mais tu disais Est-ce que, effectivement. est-ce, Oui, vas-y, Sophie. oui. Est-ce que du coup, tu te souviens, est-ce que d'abord, à un moment donné, à l'école, tu t'es dit, il faut que je sois comme les autres et que tu as essayé de créer un faux self finalement pour essayer d'être accepté par les autres et donc ce qu'on appelle le fameux camouflage. Tu te souviens de ce moment où tu as mis ça en place et peut-être à un moment donné même jusqu'à te perdre toi-même ou enfin, comment ça s'est passé pour euh, toi? pour le camouflage, dans mon cas, ça a été excessivement tardif, dans le sens que j'ai euh, désiré acquérir des facultés seulement à l'âge adulte, vers 18-19 ans, quand j'ai fait le cégep, soit l'équivalent de votre première année universitaire. Hein, et là, j'ai fait de l'improvisation. Bon, et c'est en faisant de l'improvisation que mes collègues me trouvaient très particulier, mais aussi que pour lequel j'avais aucune compétence de mise en scène de théâtre. J'avais une voix beaucoup plus monocorde, monorythmique. J'avais aucun non-verbal, aucun contact visuel, une position très stoïque. Et c'est eux qui se sont intéressés à développer mes compétences comme improvisateur et par de fait même, j'ai développé aussi des compétences de camouflage. Mais l'objectif au début n'était pas c'est pas parce que je me sentais différent et que je voulais ressembler à autrui, c'était vraiment d'acquérir des compétences pour l'improvisation, pour être un meilleur joueur d'improvisation. Et ça a été très long ouais, pour acquérir certaines choses, des choses très de base. Et encore aujourd'hui, euh, je donne l'apparence d'avoir certaines aptitudes sociales, mais c'est des artifices. Par exemple, j'ai pas de vrai contact visuel. Je regarde pas dans les yeux, je cible un point précis dans le visage et ça imite un contact visuel. J'ai un faux langage non verbal. Là, ça se voit pas trop à la caméra, mais quand on me voit complètement, on voit que je bouge les mains. Mais si on regarde comment je bouge les mains avec ce que je dis, ça n'a aucun rapport. C'est comme un mauvais doublage. C'est juste qu'il faut bouger les mains quand on parle. Fait que je bouge les mains et je fais souvent les mêmes mouvements et dans certaines séquences. Parce que ça a l'air d'être du non-verbal. Hein, et malgré ça, on a encore beaucoup de caractéristiques qui sont visibles, là, juste par ma prosodie, soit mon rythme, la tonalité que j'ai. Bon, on entend très bien que, bon, j'ai un accent québécois, mais à part ça, j'ai un langage particulier. On entend même des séquences d'écholalie. Quand je parle, je répète beaucoup les dernières syllabes de certains mots, ou je peux vraiment faire de l'écholalie complet sur des phrases. Hein,
Tiens, je viens de le faire. D'habitude, je m'entends pas, mais on vient de l'entendre. Là, j'ai fait phrase house. House, Oui. house. Ça fait que j'ai encore beaucoup de traits. On le voit aussi à la caméra que j'ai la tête tout le temps un peu penchée. Et, Mhm. et ce qui est aussi assez atypique. Et ça, c'est à cause des regards latéraux qui sont une spécificité chez les enfants autistes qu'on a étudiés. Et les regards latéraux sont pas les mêmes chez les enfants autistes que chez les personnes neurotypiques et ça a une fonction. Oh, ouais. Fait que malgré ce camouflage-là, j'ai encore des traits qui sont quand même visibles pour quelqu'un qui a un peu d'expertise pour identifier le comportement et tout là. Mais c'est ça. J'ai développé du camouflage vraiment très tardivement. C'est ça. En off, Mathieu, je disais que l'autisme, c'est inné et tu semblais me dire, si j'ai bien compris, que dans ton entourage, en fait, il n'y avait pas de personnes autistes. Du coup, j'étais un peu perplexe. Tu peux nous en dire plus? Oui, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les causes de l'autisme, la génétique est un facteur très important. Et maintenant, plus la recherche se fait, plus on comprend aussi que l'épigénétique a un rôle dans l'autisme. Et l'épigénétique, dans le fond, c'est euh, quand l'environnement, et là, quand je parle d'environnement, je parle de l'externe de la personne. Là, c'est pas son code d'ADN, dans le fond, influence la génétique. Et que là, il ne faut pas limiter ça, par exemple, aux pesticides, à la mer frigide, aux vaccins, ouais, je ne sais pas quel autre, à l'alimentation, gluten, gluten, lactose, etc. Là, c'est pas ça, l'environnement, c'est vraiment externe à la personne au sens d'externe de son code d'ADN. Et ça modifie ou influence la génétique de la personne. Mais principalement, c'est ça. Les causes en autisme sont génétiques et environnementales. Mais là, il faut comprendre que génétique ne signifie pas héréditaire. Donc, Ah, c'est pas les parents qui le transmettent et tes parents n'ont pas à avoir ça pour le transmettre. Dans le fond, pour que les enfants l'aillent. Hein, c'est pas comme, par exemple, la couleur des yeux où tes parents n'ont pas le choix d'avoir les yeux bleus si tu as les yeux bleus, ou du moins d'être porteur du gène yeux bleus pour que les enfants aient les yeux bleus. Et les enfants ne peuvent pas avoir les yeux jaunes si les parents ont les yeux noirs. C'est pas possible. Là. Déjà jaune, ça se peut pas, mais l'exemple est clair. Alors que l'autisme, c'est vraiment la génétique qui se manifeste. Et là, il faudrait rentrer dans des modèles théoriques, mais pour faire simple, c'est que tu as le code génétique qui te rend plus ou moins propice à avoir un développement neurologique autistique. Mais ce n'est pas parce que tu as plus de chances que nécessairement ça va s'activer dans tes gènes. Alors, il faut quelque chose pour le déclencher, pour que cette activation-là se fasse. Et une fois que cette activation-là va être faite, tu vas avoir une sélection qui va se faire, dans le fond, si tu es un autiste qui a un retard dans la communication verbale en bas âge, ou un qui n'a pas de retard dans la communication verbale, ce qu'on appelle couramment le syndrome Asperger. Ouais. Fait qu'en, pour faire simple, c'est ça. Et là, la génétique a un rôle important en augmentant cette probabilité-là d'avoir ou pas les critères pour avoir un cerveau qui va se développer au niveau de la neurologie autistique. Et là, les débats sont à savoir, est-ce que ça arrive chez le fœtus, dans le sens qu'avant le bébé naisse, ou est-ce que ça arrive quelque temps après que le bébé soit né? Et là, quelque temps, il n'y a pas de définition là. C'est-tu des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines? Il n'y a pas. Mais c'est avant ou après naissance qu'il y a des débats qui se font par rapport à ça là. D'accord. Mais sinon, ce que tu dis, ce que tu viens de dire ici,
reste controversé ou bien c'est généralement admis? Ben, c'est le modèle le théorique qui existe qui est le plus représentatif de la connaissance clinique que nous avons. Hein, ouais, dans le sens que si on prend les cas cliniques qui existent, par exemple, comment expliquer que des jumeaux homozygotes qui ont parfaitement le même code génétique peuvent ne pas être tous les deux autistes, qu'un est autiste et l'autre ne l'est pas. Donc, c'est pas juste une question génétique. Et à l'inverse, comment expliquer que tu peux avoir un enfant autiste et toute la famille, même élargie, il n'y a personne d'autre qui est autiste? comme Et toi. fait que c'est le modèle qui est le plus pointu par rapport à tous les cas cliniques que l'on retrouve. Est-ce que ça fait unanimité? C'est sûr que non, parce que si ça faisait unanimité, on dirait voici les causes de l'autisme, voici ce qui explique l'autisme. On n'est pas là, mais c'est le modèle le plus fort par rapport à la description des cas cliniques qu'on rencontre. Évidemment, ça exclut la notion de l'autisme syndromique qui est à dire l'autisme pour lequel on connaît la cause génétique exacte. Et là, dans les causes les plus connues, il y a la X fragile ou la sclérose tubéreuse. Hein, ce qui sont les cas, les causes les plus connues, même si ça reste un très petit pourcentage. Hein, et après ça, il y a plein d'autres gènes impliqués dans ça, l'autisme syndromique, mais qui disent rien à personne. Là, je pense que personne connaît le prank On 2. on va pas rentrer trop dans les détails ici, mais Ouais. ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que parfois l'autisme est diagnostiqué par exemple après un burn-out. C'est ce qui donne l'occasion de se pencher sur, je dirais, son origine. Ici, toi, je sais pas si tu vas faire un lien ou pas, tu nous le diras, mais ton autisme, si j'ai bien compris, a été dans ton cas de figure diagnostiqué après un passage en psychiatrie qui lui-même fait suite à une tentative de suicide. C'est bien ça. Donc il y a quelque part un terrain, je dirais, fragile qui questionne et qui questionne d'autant plus que tu nous as dit que de fait, tu avais une différence que tu avais ressentie déjà depuis tout jeune enfant et que ta difficulté, quelque part, qui était encore, entre guillemets, maîtrisable, maîtrisée, avait été beaucoup plus difficile à maîtriser au moment de l'entrée à l'école. Tu peux revenir sur ce passage en psychiatrie, comment tu noues l'aspect psychiatrie, l'aspect autisme, comment tu as vécu tout ça? Ben dans le fond, oui, il y a beaucoup de personnes autistes qui sont diagnostiquées à la suite d'enjeux de santé mentale. C'est très fréquent chez les personnes autistes, notamment le suicide pour les personnes autistes sans déficience intellectuelle reste la deuxième cause de décès. Et, globalement, être autiste sans déficience intellectuelle, ça veut dire que tu vas mourir d'une crise cardiaque ou d'un suicide. Et, et donc, c'est très courant hein, comme situation. Et là, c'est les professionnels qui se rendent compte qu'il y a autre chose. Et ça a été aussi mon cas. J'ai été interné en psychiatrie pour suicide avec un syndrome de stress post-traumatique. Et c'est les... Tentative. Hein? Tentative. Tentative, pas suicide. Oui, ben, pour un épisode suicidaire. Ouais. Euh, parce que je me suis pas rendu non plus à la tentative. J'ai clairement dit à quelqu'un de proche, si demain je me suicide, est-ce que tu interviens? Et la personne a appelé l'urgence et j'ai été interné. Donc, je me suis pas rendu à la tentative, mais c'était clair que j'allais m'y rendre si personne ne faisait rien. Hein. Et donc, c'est ça. J'ai été interné pour un épisode suicidaire avec un syndrome de stress post-traumatique. Et c'est les médecins là qui ont fait comme, ben, il y a autre chose. Ça serait peut-être intéressant que tu te fasses évaluer parce que ça va aider à favoriser des soins de qualité.
Et, du moins, c'est ça qu'ils prétendaient. Et, concrètement, ça a eu tout l'effet inverse. Dans le fond, après mon épisode suicidaire, j'ai un suivi en santé mentale avec psychologue, psychiatre, et en parallèle, je fais mon évaluation. Et à partir du jour où j'ai eu mon diagnostic d'autisme, tous les services ont arrêté. Et, parce que au Québec, tu ne peux pas être suivi par deux départements de santé, soit la santé mentale et les services en autisme, c'est deux départements différents. Et là, ils s'ostinaient quel département allait me prendre en charge. Donc, on disait d'un côté que j'étais un cas de santé mentale et qu'on devait se référer aux spécialistes en autisme s'il y avait un besoin. Et de l'autre, on disait que j'étais un cas d'autisme et qu'on se référait en santé mentale aux besoins et on s'ostinait à savoir qui allait me prendre en charge. Donc, en théorie, pour notre système médical, je suis plus malade et j'ai plus de besoins parce que j'ai un diagnostic d'autisme et on me coupe tous les services alors que ça fait 3 semaines que je viens d'être interné en psychiatrie pour suicide puis que j'ai un syndrome de stress post-traumatique. Ça va être comme ça pendant 6 mois, le temps que les recours administratifs et juridiques s'exécutent. Tu as le temps de te suicider 15 fois, quoi. Oui, c'est ça. Une chance que j'avais un bon moral par rapport à ça et que j'étais capable de m'impliquer dans autre chose. Et fait que oui, mais oui, j'aurais pu me Mais suicider qu'est-ce que ça t'a fait quand même de savoir que tu étais autiste? concrètement. Euh, Rien, hein, dans le sens qu'on me dise que je te tisse ou pas, on venait juste de dire, voici comment ça s'appelle être différent pour toi. On venait juste de nommer Ok. ce qui était ma différence, que tout le monde savait dans le milieu médical, ce que j'étais, ils appellent ça de l'autisme. J'aurais pu appeler ça de n'importe comment, ça n'aurait rien changé. Moi, mon objectif, c'était pas de me faire confirmer que j'étais différent, mais d'avoir une meilleure qualité de soins. Et j'espérais pouvoir avoir aussi, par rapport à ça, une reconnaissance de mes difficultés, de mes défis par rapport au milieu de l'emploi et avoir des adaptations qui iraient en ce sens-là. En fait, le côté bénéfique, je pense, c'est que ça permet de reconnaître que réellement la personne a des difficultés puis que c'est pas son imaginaire ou que c'est pas elle qui est juste de mauvaise foi, je vais dire ça comme ça, là, qui n'a pas assez de volonté, qui est paresseuse ou quoi que ce soit, mais vraiment qu'il y a un enjeu qu'on considère au niveau médical, mais qu'on m'aurait dit que c'était de l'autisme, que c'était un trouble de personnalité, que c'était de la schizophrénie, que ça aurait absolument rien changé dans ma vie. Ça changeait pas mes difficultés, ça changeait pas les différences que je percevais. On faisait juste me dire, voilà comment ça s'appelle. Ce que je trouve très intéressant en t'écoutant, c'est que je me rends compte que la personne qui arrive, qui décide de camoufler et qui arrive à camoufler complètement depuis très jeune, c'est presque encore plus difficile parce que elle veut à tout prix ne pas être différente. Elle finit par se perdre elle-même. Et du coup, quand elle a un diagnostic d'autisme, il y a tout qui lâche. Elle entre à ce moment-là en burn-out et elle se dit tous ces efforts que j'ai faits. Et en fait, le diagnostic change complètement sa vie. Alors que toi, si j'entends bien, hein, tu me diras si c'est juste, toi, tu as pas cherché à camoufler comme tu disais, parce que d'office, tu t'acceptais comme différent quelque part. Et donc, ça n'a pas changé grand-chose, ton diagnostic. Tu avais besoin d'être aidé plus qu'autre chose, quoi. Oui, c'est ça. Moi, mon processus, c'était vraiment pour avoir un aide plus spécifique. Parce qu'on me disait que il fallait adapter des choses. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Je pense que c'est ça, avoir été quelqu'un qui aurait camouflé ou pas accepté cette différence-là, puis qui doit faire des efforts pour se camoufler, pour être accepté, puis tout. Je pense que le diagnostic peut être vraiment libérateur au sens de je reconnais que c'est vrai que tu as ces difficultés-là, même si d'apparence générale, tu fonctionnes bien. C'est une reconnaissance des efforts et de l'enjeu cognitif, émotionnel, intellectuel, relationnel que tout peut représenter. Mais je suis pas sûr que c'est le fait de dire
Ça, c'est de l'autisme. Cette reconnaissance-là, peu importe le nom qu'elle aurait, je pense qu'elle aurait le même impact hein, que pour la C'est-à-dire que quand personne. même, autiste, ça veut dire fonctionnement cérébral de telle sorte plutôt que telle autre, ce qui fait comprendre pourquoi certaines choses sont difficiles en Oui, particulier, quoi. mais c'est le cas aussi pour un TDAH, par exemple, ou une Oui, personne c'est vrai. dyspraxie ou une personne. Fait que je veux dire, tous ces diagnostics-là, c'est une reconnaissance d'une neurologie différente qui engendre des difficultés et des limites chez la personne. Hein, fait que c'est cette reconnaissance-là, je pense, qui devient soulageant et aidant pour la personne, mais c'est pas le fait qu'on dise ça, ça s'appelle l'autisme. C'est pas le fait Oui, qu'on le oui, oui, nomme autisme. oui, oui. Ouais, Mais ouais. non, n'empêche que j'ai quand même envie de poser la question. Pardon, Pascal. Non, non, mais c'est vrai que c'est important, on en a déjà parlé en off, et je trouve que c'est effectivement une question extrêmement importante, parce que j'entends que beaucoup se la posent, et que le fait de vouloir ou non un diagnostic pour certains, c'est important. Je pense que certains ont déjà tellement compris leur propre mode de fonctionnement que quelque part, naturellement, ils se sont adaptés pour éviter justement de se retrouver dans des situations sociales compliquées, et d'autres, au contraire, ne comprenant pas leur mode de fonctionnement, se sont en fait quelque part forcés à s'adapter, donc on fait de la suradaptation parfois pendant des dizaines d'années, avant de comprendre que quelque part, ils sont différents et que leur différence, précisément, elle a un nom. Et à partir du moment où on l'appelle autiste, ou on pourrait l'appeler autrement, mais ici, si effectivement c'est de l'autisme et qu'on l'appelle autisme, on sait que de fait, quand on est autiste, il y a un spectre et il y a des critères qui permettent précisément de diagnostiquer ce type de fonctionnement plutôt qu'un autre. Et du coup, qui dit ce type de fonctionnement-là, c'est de l'autisme, ça permet aussi, par voie de conséquence, de se dire, ah, ok, j'ai des difficultés sociales, et donc je vais m'autoriser, par conséquent, à être différent, à assumer ma différence, à la comprendre, et donc ne plus avoir honte quelque part de son isolement, ne plus se sentir coupable d'être différent des autres. Et ça, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une aide incroyable. Et donc, dans les témoignages, quand j'entends que quelqu'un dit, je me suis pas compris pendant des dizaines d'années, je me sentais différent, j'étais isolé, j'étais en souffrance, j'étais en burn-out, tentative de suicide, et tout ça, je ne le comprenais pas. À partir du moment où il y a le diagnostic qui est posé, elle se dit, ah ok, maintenant je me comprends, et quelque part, ça a un aspect rassurant de se dire, en fait, je suis pas fou, médicalement, quelque part, ça s'explique. Il y a, il y a juste une petite correction que je ferais. C'est pas le diagnostic qui explique ça. Un diagnostic à santé mentale, ça décrit quelque Oui, oui, bien chose, ce sûr. n'est pas une cause. Mhm. Donc, c'est vrai que quand on dit que je suis autiste, donc j'ai ces limites-là, c'est vrai, mais c'est parce que tu as ces limites-là qu'on a reconnu ces limites-là, Bien qu'on sûr, t'a identifié Bien sûr. autiste. bien sûr. Et donc, même si on donnerait pas de nom, si on faisait juste dire à la Mhm. personne, moi, comme médecin, c'est vrai, je reconnais tes enjeux sociaux, communicationnels, je reconnais les rituels, je reconnais les enjeux sensoriels, on aurait, je pense, le même effet. C'est juste que Mhm. c'est beaucoup plus court de dire, ça s'appelle l'autisme. Oui, je voulais savoir, Mathieu, comment est-ce que ça a été pour toi de te marier, d'avoir une relation de couple et puis d'être papa de deux enfants avec tes particularités autistiques? Ben, pour faire très bref, c'est sûr que ça influence les relations, que ce soit de couple ou de parentalité. Pour la parentalité, j'ai déjà fait une conférence sur le sujet qui se retrouve sur mon blog, qui va sûrement être mis dans le lien YouTube. Fait que vous Parfait. pourrez aller voir, ça s'appelle Être père et autiste. Et ça répond très bien à cette question-là en comparant les critères du diagnostic avec les enjeux de la parentalité et comment ça les influence. Pour la relation de couple, je pense que ça met de l'avant les grands principes pour avoir une relation réussie. Ça demande beaucoup plus d'écoute, de respect, de communication, parce qu'il y aura aucun sous-entendu qui peut être fait ou qui peut être amené vu qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements. Hein, il faut donc les communiquer. On peut vraiment pas dire, ben, l'autre va le savoir. Il faut être prêt, je pense, à avoir beaucoup euh, d'humour sur toutes les petites situations qui vont être anormales, je dis ça comme ça, ou qui vont donner un résultat
contrastant avec ce qui est attendu ou pensé ou fait que tu sais donner des directives et là se rendre compte que son conjoint fait complètement quelque chose qui n'a pas rapport parce que la directive était pas claire et précise. Ben, on peut en rire et c'est pas une raison de chicane, mais il faut être prêt à ça au même titre qu'il faut être prêt à, euh, quand on est autiste, à aussi vouloir faire des accommodations. Ça paraît un peu étrange de dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qui est quand même bidirectionnel quand tu es dans une relation un peu plus intime, plus personnelle. Hein. L'autre a aussi des besoins et c'est pas parce qu'elle n'a pas un diagnostic qu'elle n'a pas des exigences un peu particulières, hein, ou qui peuvent être discutables. Et là, tu sais, je vais donner un exemple comme ça très banal, là, mais fermer une porte de la pharmacie dans la toilette. Bon, ça peut taper ses nerfs de quelqu'un que la porte soit jamais fermée. Elle n'aura jamais un diagnostic pour ça, mais ça reste une demande, une exigence, une accommodation de porter attention à ça. Et là, on pourrait débattre pendant des heures et des heures. Ça fait quoi que la porte est restée ouverte versus est fermée? Ou si je prends un cliché, parler de chocolatine ou de pain au chocolat. Vous avez ça au Québec aussi? Non, mais je suis au courant du débat linguistique européen. Donc, ça change quoi en tant que tel, mais on peut vraiment débattre et s'ostiner et être en confrontation alors que concrètement, ça a très peu d'impact dans la vie de quelqu'un, mais c'est des petits gestes comme ça qui font qu'une relation de couple fonctionne avec deux personnes différentes, là. Et là, Oui. on parle ici de l'autisme, mais je pense que ça doit être le même cas pour des nationalités différentes, pour des couples aussi non standards au sens d'hétérosexuels, bon, plein de situations. Là, nous, c'est la neurologie. C'est ça, mais c'est vrai que le conjoint te dirait évidemment, mais où est le problème pour toi de fermer une porte? Si je te le demande, c'est pas très compliqué non plus. Et a priori, ça a un sens de fermer une porte de pharmacie ou de la laisser ouverte. Donc c'est vrai que tu dis ce sont des petits détails, mais c'est vrai que je pense qu'au quotidien, c'est justement les petits détails de la vie avec l'autre qui à la longue peut user, peut ronger, peut faire en sorte que à répéter tout le temps la même chose et la même demande, si l'autre n'entend pas, à un moment donné, l'absence de communication fait que il y a vraiment une difficulté de vivre ensemble quelque part. Il y a un malaise, un mal-être qui s'instaure insidieusement. Donc, la communication est importante, mais aussi le fait de se rendre compte que quand la communication est faite, qu'il y ait une prise de conscience pour le coup chez l'autre et qu'il y ait un changement d'attitude. Sinon, je le disais, à la longue, c'est invivable. Ouais, mais à mon avis, c'est de base dans une relation de couple, si tu veux qu'elle dure, peu importe c'est quoi les enjeux, s'il y a une demande et elle est constamment ignorée, le couple fonctionnera pas même pour deux personnes neurotypiques, du moins je pense. Non, et Tu veux dire, Mathieu, qu'il n'y a pas de différence finalement dans un couple selon qu'il y a deux neurotypiques ou selon qu'il y a le cas échéant un Non, c'est pas autiste? ça qu'il disait. Il disait non, entre neurotypique et autiste, c'est au niveau neurologique qu'il y a des différences. Chez d'autres, ce sera pour d'autres aspects. ouais. Et ce que je veux dire, c'est que peu importe la neurologie, s'il y a une demande qui est faite de façon récurrente et Hmm. que l'autre l'ignore, ben ça fonctionnera pas dans le couple, peu importe les neurologies. C'est juste le type de demande ou les situations reliées aux demandes qui vont être très différentes à cause des neurologies. D'accord. Écoute, je vous remercie Sophie et Mathieu pour cet échange, mais je sais Mathieu que tu as l'occasion aussi d'échanger par ailleurs de façon assez régulière sur l'autisme qui par définition t'intéresse au plus haut point. Tu as envie de faire passer quoi comme message en fait? Quel est pour toi le plus important à faire passer comme message auprès de ceux qui par définition ne sont pas forcément autistes et ont du mal à comprendre? Ben, en France, comme vous avez des enjeux importants, euh, Belgique. en Belgique, excusez. C'est pas grave, Belgique, pas très loin. c'est encore pire. En, en Belgique, comme vous avez des enjeux importants pour l'accès à une évaluation ou même l'accès de façon générale par rapport à ces enjeux-là,
Je pense que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de problème à s'auto-identifier. C'est une perception qu'on a cette identité et c'est pas un médecin à dire si c'est vrai ou pas. C'est pas ça la question. Le diagnostic a vraiment comme but de représenter une difficulté ou des limites qui sont hors normes ou très contraignantes pour la personne. Fait que même quelqu'un qui s'identifie autiste, qui rencontre un professionnel qui se fait dire il l'est pas, ça prouve pas que son auto-identification est fausse, puis ça prouve pas qu'il n'y a pas réellement des enjeux sur ça. Il est juste pas assez dans la souffrance et la difficulté pour que le professionnel le reconnaisse. Et ça veut surtout pas dire non plus qu'elle n'a pas besoin d'une forme d'accommodement ou de soutien. Ça veut juste dire que cette forme-là d'accommodement ou de soutien ne sera pas accordée par un système médical. Mais il y a d'autres d'autres réponses qu'on peut offrir que la médecine pour accommoder une personne. Ça. Si ce n'est éventuellement pour le coup, sur l'aspect financier, reconnaissance officielle, ça veut dire aussi évidemment des aides financières. Ah oui, là, il y a le diagnostic peut apporter des accommodations supplémentaires qu'on n'a pas sans diagnostic. Ça, je le nie pas, mais il y a aussi des inconvénients à avoir un diagnostic. C'est stigmatisant, ça a des contraintes administratives, entre autres. Même au Québec, euh, Ça, je crois qu'on l'a bien compris. ouais, mais pas juste dans le système de santé, aussi dans la société générale, pour mon permis de conduire, pour mes assurances personnelles, ça a des impacts d'avoir mon diagnostic d'autisme. Et ça a des impacts aussi pour les aides gouvernementales, du moins au Québec. Je ne sais pas pour la Belgique. C'est pas juste, ah, j'ai un aide gouvernementale, bonus comparativement aux autres. J'ai aussi des contraintes par rapport à ça. Donc, c'est pas juste positif. Mais c'est vrai que le diagnostic est une confirmation d'un besoin d'un point de vue systémique. Et là, il faut comprendre qu'il faut baliser ça, puisque c'est une société qui paye pour ces services-là pour un individu et on pourrait pas dire toutes les personnes qui pensent l'être, vous y avez droit, ça fonctionnerait pas. Très bien. Ben, écoute, merci Mathieu d'avoir pris le temps. Merci Sophie d'avoir échangé à trois. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au Merci, fait revoir. plaisir. Oui, Au au revoir. revoir.